Et rapidement, nous voyons comment Touka est arrivé dans une ville où il était totalement inconnu. En se cachant, il a informé la garde de sécurité qu'il venait simplement explorer un peu la ville de Mills. Sans trop de problèmes, ils l'ont laissé passer, même s'il était un étranger, car ils avaient besoin d'explorateurs pour les ruines de la ville. Une fois à l'intérieur, sans avoir tout vérifié, tout semblait bien se passer pour le jeune homme qui s'est dirigé directement vers une auberge pour une chambre personnelle particulière, coûtant 2000 macas par nuit. L'aubergiste, sceptique, a cru que Touka ne pourrait pas payer, mais en voyant l'argent, il a rapidement commencé à le traiter comme un roi. Cependant, lorsqu'il lui a demandé son nom, notre protagoniste savait qu'il devait se protéger et a rapidement inventé le nom de Hatiskol pour passer totalement inaperçu dans la ville. En arrivant dans sa chambre, il a finalement pu étendre tous ses vêtements, et il ne restait plus qu'à explorer un peu la ville de Miss pour profiter de la belle nuit. Plus Touka explorait, plus il remarquait que les villes ressemblaient à celles des jeux vidéo, et le guilde des aventuriers devrait être proche. Cependant, ayant un peu faim, il devait d'abord manger quelque chose, une délicieuse soupe d'un autre monde, entourée de gens joyeux, ce qui lui a confirmé qu'il avait bien fait de venir dans une ville si paisible. En écoutant l'un des ivrognes de la taverne, il a entendu dire que tous les pays du continent avaient des armées puissantes, ce qui rendrait difficile de savoir laquelle était la meilleure. Des noms comme celui de l'empereur à la beauté folle ont été mentionnés, révélant qu'ils avaient un record invaincu de combats gagnés. Mais à la fin de la discussion, les ivrognes ont convenu que les chevaliers du dragon noir étaient les meilleurs de tous. Cette armée avait réussi à anéantir tout un empire grâce à ses 5 leaders qui, comme leur nom l'indique, utilisaient des dragons pour combattre. Cela a donné à notre protagoniste suffisamment d'informations pour savoir quel genre de lieu il avait découvert. En rentrant chez lui, il n'avait pas oublié son ami, et ils ont donc dîné ensemble. Pendant que ce dernier mangeait, Touka a commencé à dresser une liste de choses à faire, décidant d'abord de chercher quelqu'un qui pourrait vraiment lire le parchemin interdit du héros qu'il avait trouvé dans cette grotte. Selon les informations de la jeune fille qu'il avait rencontrée récemment, il savait qu'il devait trouver la sorcière des tabous dans la terre des monstres dorés. De plus, le potentiateur de monstres devrait être à proximité, et cela améliorerait Pijimaru. En repensant à la discussion des ivrognes, il a entendu dire que la ville était très animée grâce au marquis des ruines, qui avait découvert un nouveau donjon contenant des milliers de nouveaux objets à obtenir. Le livre des recettes magiques mentionnait que pour créer un potentiomètre à partir de rien, il fallait un os de roi squelette, qui se trouvait commodément dans les donjons de Mills, la ville où il se trouvait actuellement. Ce ne serait donc pas une mauvaise idée d'aller enquêter. Le lendemain matin, à la première heure, nous voyons le marquis de la ville, nommé Cred, qui était le grand sage que tout le monde connaissait, et qui remerciait simplement tous les aventuriers prêts à risquer leur vie pour explorer la nouvelle ruine récemment découverte. Il leur montrait aussi un calice en œil de dragon, qu'il souhaitait ardemment, offrant une récompense de 300 pièces d'or pour sa découverte. D'autres trésors tout aussi légendaires seraient également récompensés, et les aventuriers auraient la liberté de garder tout objet de monstre qu'ils désiraient. Touka s'est promis de faire de son mieux, car la poussière du roi squelette pourrait être obtenue sans aucun problème, ce qui nous conduit directement à l'inscription, nécessitant de faire une longue file d'attente. Dans la même file d'attente, Touka a remarqué un individu étrange avec une coupe de champignons qui embêtait une jeune fille à proximité. Selon cet étrange personnage, la jeune fille avait la même voix qu'une capitaine d'une certaine nation qui avait récemment mis une récompense pour elle. La coupe de champignons était donc certain qu'il s'agissait bien d'elle, car il l'avait rencontrée par le passé, mais elle l'avait rejetée grossièrement. Il prétendait qu'elle avait la même voix et le même cœur généreux que la dernière fois. La jeune fille lui a simplement demandé de partir, ce que l'étrange individu, Monk, a accepté à condition qu'elle enlève sa capuche pour qu'il puisse la voir. Sans demander la permission, Monk a découvert le visage de la jeune fille, mais il s'est retrouvé face à quelqu'un de très différent de ce qu'il croyait. La jeune fille, affirmant qu'il s'était trompé, s'est présentée comme Mist Barka. Touka la reconnaissait de leur ancienne rencontre dans la forêt. Après s'être inscrit, Touka a voulu se promener en ville pour chercher quelques objets manquants pour son petit ami. Il a de nouveau rencontré la jeune fille de la forêt, qui lui a demandé un moment pour discuter. Elle voulait simplement savoir s'il était en ville pour le donjon, et le jeune homme acquiesce. Le jeune homme a cependant suggéré à Mist qu'elle ne devrait pas se faire autant d'ennemis parmi les inconnus, car cela pourrait lui causer des problèmes. La jeune fille a rétorqué qu'elle savait se protéger. Voulant profiter de la connaissance de Mist, Touka lui a demandé un grand service, l'aider à acheter de l'équipement pour explorer les ruines, car en étant nouveau en ville, il risquait de se faire arnaquer. En échange, il lui a proposé une somme d'argent. La jeune fille a admis qu'elle avait besoin de fonds pour son voyage personnel, donc ils ont rapidement conclu un accord. Touka s'est à nouveau présenté sous le nom de Hati pour se protéger, remarquant que la jeune fille utilisait également un faux nom. Ils ont convenu que c'était une façon de se protéger. Au marché, avec l'aide de la jeune fille, notre protagoniste a pu obtenir tout ce qu'il voulait à un prix décent. Il a tenu sa part du marché en la payant pour ses conseils avec 3 pièces d'argent, ce qui semblait beaucoup pour Mist. Mais Touka savait que ces mêmes pièces, ou même plus,
aurait pu être perdue avec n'importe quel escroc. Bien que la jeune fille soit heureuse, elle était également extrêmement faible et s'est évanouie devant le jeune homme, car elle n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Ne voulant pas causer plus de problèmes, elle s'est enfuie, laissant Touka libre d'aller directement au nouveau donjon. À son arrivée, il a rencontré un groupe d'aventuriers fuyant une bête mineure. Cette bête ne posait pas de problème pour Touka, qu'il a rapidement neutralisé, se rappelant les minotaures géants qu'il avait affrontés à son arrivée. En poignardant la peau de la bête, il a constaté qu'elle était extrêmement molle, contrairement aux bêtes qu'il avait affrontées dans les ruines des déchets, qui avaient une peau d'acier. Les aventuriers craintifs sont revenus avec un autre aventurier costaud, mais ils ont trouvé la bête déjà morte. Alors qu'ils étaient surpris, notre protagoniste pensait simplement que les bêtes étaient vraiment faibles malgré le fait qu'il s'agissait du dernier donjon découvert en ville. En ouvrant son menu de système, il a remarqué qu'elle donnait également très peu d'expérience. Et quelques heures plus tard, Touka entend Monk parler avec d'autres aventuriers. Plus précisément, il négocie avec eux pour qu'ils trouvent Myst, car il veut se venger d'avoir été ridiculisé récemment. Les autres aventuriers pervers acceptent sans hésiter, car ils veulent eux aussi s'amuser un peu avec la voluptueuse jeune femme avant de la tuer. Cela déplaît profondément à Touka qui, courageusement, s'approche des dépravés et les traite de ratés. Évidemment, cela les met en colère et ils veulent immédiatement l'éliminer. Touka demande alors un peu de pitié, prétendant qu'il ne veut pas être si arrogant. Monk éclate de rire en disant qu'il est trop tard, exposant ainsi Touka à une paralysie. Touka commence immédiatement à interroger Monk sur la personne qu'il veut blesser, car cette attitude lui rappelle ceux qui l'ont blessé par le passé. Cela déclenche la libération de son venin, qui s'attaque à ses ennemis. Après tout, éliminer des ordures comme eux est la nouvelle distraction de Touka, qui écoute Monk promettre que dès qu'il pourra bouger, il fera souffrir le jeune homme. Cependant, Touka rit intérieurement, sachant que ceux qui vont mourir ne pourront même pas le toucher. Son venin, ou les monstres qui apparaissent ensuite, feront le travail. Avec un problème en moins, Touka continue à descendre dans le donjon, réalisant qu'il ne reste plus qu'un étage avant d'atteindre sa destination. Mais avant cela, il doit se reposer. Et quand je dis un moment, c'est littéralement juste 3 heures, sans problème grâce à la garde de Pijimaru. De retour en action, il rencontre les tigres à dents de sabre, un groupe qui l'informe que quelque chose d'étrange se passe dans ces ruines, car les monstres meurent sans raison apparente. Le sous-capitaine Foss explique qu'il n'y a aucun sens à ce que les bêtes n'aient aucune blessure, mais qu'elles semblent pourtant avoir été tuées. La capitaine Lily décide qu'il n'est pas sûr de rester longtemps avec cette nouvelle menace et quitte les lieux. Touka, quant à lui, sait qui est le mystérieux individu qui élimine les bêtes. Il continue à explorer les étages et finalement, il trouve une récompense, le calice de l'œil du dragon est devant lui. Mais il soupçonne qu'il y a un piège. Voyant un dragon étrange et gelé à proximité, il utilise une paralysie préventive et du venin pour prendre le calice. Bien que la bête ait été détruite, Myst apparaît derrière lui, regrettant d'être arrivé quelques minutes après Touka, car elle a perdu beaucoup d'argent en se reposant. Mais Touka, toujours humble, lui propose de lui donner le calice si elle en a vraiment besoin. Myst, incertaine, lui demande ce qu'il souhaite en échange, car 300 pièces d'or sont une somme énorme. Hati, l'aventurier, est généreux, surtout avec les jolies filles, selon Touka. Mais pour Myst, accepter autant d'aide est une atteinte à son honneur. En apprenant que Touka cherche un monstre de niveau supérieur, elle propose rapidement de devenir sa garde du corps en remerciement. Touka, voyant qu'elle semble sincèrement vouloir l'aider, accepte son offre. Mais il met une petite règle, tous deux doivent éviter de poser des questions qui pourraient révéler leurs véritables circonstances. Des conditions que Myst accepte courageusement, promettant de protéger le jeune homme même au prix de sa vie. Ainsi, elle commence son travail en éliminant seule une grande bête, ce qui impressionne Touka. Il ne peut s'empêcher de demander à propos des monstres dorés. Elle lui explique qu'il porte ce nom parce qu'il donne plus d'expérience, particulièrement aux héros venus d'un autre monde, qui, pour une raison quelconque, ne gagnent pas d'expérience en tuant des humains, les monstres étant leur meilleure option. Cela rappelle à Touka pourquoi les individus qu'il a tués ne lui ont rien rapporté en expérience. De plus, il apprend que ces monstres dorés ont absorbé une partie de l'énergie du roi démon, un mot qui fait penser au jeune homme à ses compagnons, qui doivent maintenant s'entraîner pour le vaincre. Sans plus tarder, il continue à explorer, mais comme il y a beaucoup de travail, il est temps de dormir. Pijimaru, leur fidèle gardien, assume cette tâche. C'est alors que Myst rencontre Pijimaru pour la première fois. Tandis qu'elle dort, il veille sur elle, mais sachant qu'elle refuserait probablement de se reposer, Touka utilise un sort de sommeil sur elle. Il remarque que petit à petit, le sort de la jeune femme se dissipe tout seul, révélant qu'elle a toujours été la chevalière Néa. Revenant à la forêt de leur précédente rencontre, un groupe d'explorateurs se demande qui a bien pu vaincre les 4 gardiens sacrés en si peu de temps. Le plus puissant humain du monde, Sivy Gartland, semble plus excité qu'inquiet de savoir qu'il existe quelqu'un d'aussi fort et proche de lui. En parlant d'elle, la paladine se réveille sans savoir comment elle s'est endormie. Pijimaru semble vouloir l'alerter de quelque chose, réveillant son maître avec du bruit.
Ils continuent leur voyage jusqu'à ce qu'ils trouvent une pièce où Touka croit que son supérieur est absent. Cependant, après avoir entendu un bruit d'effondrement, le duo s'éloigne rapidement du son. Un roi squelette est alors révélé, ayant creusé son chemin jusqu'à la surface. Les deux savent que c'est un ennemi redoutable et doublent leur vigilance. Myst connaît le monstre et sait que la partie argentée sous son menton doit être brisée. Néanmoins, la princesse souligne que même les tigres sabres ne pourraient pas affronter ce adversaire, donc la prudence est de mise. En analysant la créature, Touka pense qu'elle voit Myst comme la véritable menace ici. Dans son premier mouvement, la princesse annonce son intention d'utiliser la magie pour améliorer ses capacités physiques et créer des armements exclusifs. Mais comme il s'agit d'une technique qu'elle souhaite garder secrète, elle demande à Touka de la garder entre eux. De plus, elle s'excuse à l'avance si elle ne peut pas protéger Touka de cet ennemi, car elle ne connaît pas sa véritable force, demandant donc au garçon de fuir si nécessaire. Après cela, le garçon paralyse et empoisonne le roi squelette avec aisance, laissant Myst stupéfaite. Après avoir vaincu le monstre, Touka est ravi de trouver ce qu'il cherchait, la poudre d'os de ce monstre, permettant l'amélioration physique de Pijimaru. Myst demande si c'était l'objectif que le garçon recherchait, mais Touka garde le secret et affirme qu'il répondra à toutes les questions qu'il peut à la surface. Ensuite, Pijimaru indique une direction, et Touka y va pour trouver un objet étrange brillant intensément, comme un tissu magique ou quelque chose du genre. À l'intérieur du tissu, il y avait un œuf que le Slim voulait ramener chez lui, alors l'humain aide Pijimaru même sans savoir ce que c'est. Par ailleurs, dans le donjon, des mercenaires étaient poursuivis par des chevaliers squelettes, courant pour sauver leur vie. L'un des combattants tente de vaincre les monstres mais est repoussé sans difficulté. Sakura pleurait car elle avait perdu sa main au combat, tandis qu'un ami la sauve en espérant que la déesse guérira la grave blessure. En prenant la ligne de front, Ayaka ne se sent pas assez confiante pour avancer contre les ennemis, donc Oyamada prend l'avant-garde et délivre le coup de poing écarlate, détruisant le premier squelette. Juste derrière, Takuto utilise son célèbre explosion dragon pour éliminer le problème une fois pour toutes. Après cela, le garçon admet même qu'il a affronté des adversaires redoutables, mais qu'il est simplement plus fort et a prévalu. Avec cela, il atteint le niveau 24. À l'extérieur du donjon, Myst exhibe le calice de l'œil du dragon, laissant tout le monde autour d'elle en admiration. Isolé de la foule, Touka conclut ses affaires dans les ruines de Myst lorsque Myst arrive en courant vers lui. Elle lui annonce qu'il y aura une réception demain où elle recevra sa récompense, et qu'elle passera la nuit en ville. Profitant de la liberté de la princesse, Touka lui demande un entretien privé dans sa chambre à 20 h. Surprise par la franchise du garçon dans la programmation de la réunion, elle accepte les termes. Avant de partir, Myst le remercie pour son aide dans la récupération du calice. Plus tard, avant l'arrivée de la princesse, Touka prépare la solution tant attendue d'amélioration des monstres. Myst frappe à la porte à l'heure exacte convenue. À l'endroit au but, Touka révèle qu'il aimerait engager la paladine comme garde du corps, bien qu'il comprenne qu'elle préfère peut-être utiliser l'argent du calice pour voyager ou faire d'autres choses. En mentionnant le calice de l'œil du dragon, Touka souhaite rappeler à la fille qu'il l'a aidée tout au long du processus, comme un moyen de la pousser à accepter ce qu'il veut. D'une certaine manière, Touka sait que c'est un jeu déloyal, mais honnêtement, cela lui importe peu. Son objectif est de trouver la sorcière des tabous dans le pays des monstres aux yeux d'or, et il se sentirait plus en sécurité avec une talentueuse épéiste à ses côtés pour cette mission. Quoi qu'il en soit, Myst révèle qu'il serait pratique pour elle de suivre ce chemin, car elle doit se rendre au duché de Yonato. Cependant, la femme montre encore des signes d'indécision. Touka lui demande donc de prendre le temps de réfléchir à la proposition sans se précipiter. Il révèle ensuite qu'il sait que le vrai nom de Myst est en réalité Sora, profitant de l'occasion pour lui dire qu'il l'a fait s'endormir dans les ruines de Myst par un sortilège, pensant que l'elfe, inquiète de cacher sa véritable identité, n'avait pas dormi depuis longtemps. Il jugeait préférable de lui offrir ce repos même sans son consentement. À ce sujet, Myst révèle qu'elle utilise le pouvoir des esprits pour dissimuler son identité. En échange, cela exige qu'elle renonce à son désir de dormir. En d'autres termes, elle doit rester éveillée pour que l'effet perdure. De plus, les gardiens sacrés poursuivaient Myst parce qu'ils l'avaient prise au dépourvu et découvert qu'elle était la paladine recherchée. Maintenant qu'ils sont tous morts, elle remercie à nouveau l'humain, révélant ses oreilles pointues d'elfe. Voyant la femme renoncer à cacher son identité, Touka suppose qu'elle lui fait confiance, ce qu'elle confirme. Ainsi, l'homme rend l'appareil en révélant son vrai nom mais demande à l'elfe de ne partager cette information avec personne. En retour, il ne dira à personne que Myst est en réalité la princesse de la nuit. Sur ce, ils scellent leur accord pour entreprendre ce voyage ensemble. Touka donne alors à Myst une pierre magique bleuâtre comme paiement pour la nouvelle garde du corps. Elle reste sans voix, car il s'agit certainement d'un joyau de dragon bleu. Touka, ignorant la valeur de cet objet, demande si c'est un article précieux. Myst explique que ces pierres naissent à l'intérieur de dragons légendaires aux yeux bleus et sont extrêmement rares. Leur valeur dépasse même celle du calice de l'œil du dragon. Elle ne comprend donc pas comment Touka peut lui donner quelque chose d'aussi précieux. Face à la réaction de la princesse,
l'homme croit qu'elle est trop bonne pour son propre bien. Néanmoins, il réaffirme que le joyau appartient à Myst, et si elle ne le veut pas, elle peut simplement le jeter. La princesse renonce donc à argumenter et décide de garder son paiement. Touka demande à continuer d'être appelé Ati, et il l'appelle désormais Myst. Puisque le sujet a été abordé, Myst remarque que son compagnon de voyage connaît encore très peu d'elle, alors elle prévoit de partager plus sur son passé. Cependant, Touka ne souhaite pas enquêter sur le passé de la princesse, il se soucie uniquement d'avoir un garde du corps précieux à ses côtés pour ce voyage. Myst commente la gentillesse de son employeur, qui lui permet de garder sa discrétion, et il répond qu'il est effectivement un gars cool. Après la réunion, pendant qu'elle prend un bain, la princesse de la nuit réfléchit à la nécessité de se purifier avant de rencontrer Touka. Lorsqu'il a dit qu'il ne voulait pas connaître son passé, Myst lui a cru, tout comme elle avait confiance en la princesse. À l'aube, ils se retrouvent dans une taverne pour le petit déjeuner. Deux hommes à une autre table offensent la femme en disant qu'une mercenaire l'a déjà piégée. L'un d'eux commente qu'on l'a vu sortir de la chambre du gars assis à côté d'elle. Bien que Touka soit impliqué dans la conversation, il demande à la paladine de ne pas prêter attention à ses remarques. Pour la distraire, il lui demande si elle a déjà entendu parler de la magie interdite. Dès qu'elle confirme, Touka remarque qu'elle a toujours l'habitude de toucher sa poitrine en parlant. Myst explique que ces magies sont des sorts anciens interdits par la déesse par décret. En entendant cela, le garçon imagine que la déesse interdit ces sorts précisément parce qu'ils sont dangereux pour elle. Après le petit déjeuner, l'elfe informe Touka que la réception est prévue pour maintenant, donc elle part recevoir sa récompense et dit qu'elle devrait revenir en début d'après-midi. Sous le pseudonyme de Ati, le héros abandonné par la déesse de ce monde poursuit son chemin seul jusqu'au retour de Myst après ces jours passés en sa présence. L'homme a enfin le temps de se concentrer sur son travail, comme améliorer Pijimaru. Lors de la réception, Myst écoute Cred, marquis de Mills, qui remercie tous les invités pour leur présence et annonce qu'il a fait venir un sorcier spécialisé dans la rupture des illusions pour prouver l'authenticité du calice de l'œil du dragon. En entrant dans la salle, le sorcier a une apparence effrayante et Myst déglutit difficilement face à cette expression froide et excentrique. Pendant ce temps, Touka garde un œil sur l'heure en attendant le retour de son garde du corps. De retour au château d'Alion, le quartier général des héros de ce monde, Ayaka demande si Sakura va bien, et la déesse Vicious assure qu'elle lui recollera la main grâce à la guérison, mais rappelle qu'elle ne peut pas le faire pour tout le monde. Sakura appartient au rang B, et c'est la seule raison pour laquelle elle bénéficiera de ce privilège. Ensuite, Vicious demande à Ayaka si elle se joindra au groupe de Kiriara, et la fille ne pense pas qu'elle s'entendrait avec ce gars, mais c'est justement pour cela que l'entité a soulevé la question. Selon elle, Ayaka trouble l'harmonie de la classe première C avec son égoïsme. Ayaka tente désespérément de se défendre de cette accusation, alors Vicious demande à l'humaine de se calmer, affirmant que cela pourrait n'être qu'une rumeur infondée de certains camarades. Sur ce, la déesse commence à pleurer et se blâme elle-même. Ayaka insiste pour demander pardon mais réitère qu'il n'est pas bon de la faire rejoindre Kiriara. Vicious sous-entend que cette décision équivaut à tourner le dos à quelqu'un qui a besoin d'être sauvé, alors l'humaine argue qu'elle remplit son devoir en tant qu'héroïne de sa classe à sa manière. En conséquence, Vicious remet à la fille tous les élèves qui n'ont pas réussi le test, ce qui signifie qu'elle sera responsable de leur formation. Si Ayaka refuse, l'entité affirme qu'elle n'aura d'autre choix que d'éliminer tout le monde, car elle a reçu un décret royal pour suivre strictement les règles d'Alion sans échappatoire. L'héroïne accepte la proposition et, dès qu'elle part, Vicious exprime enfin toute sa haine pour la petite peste. En surveillant l'heure, Touka commence à penser que quelque chose pourrait être arrivé à Myst. Il demande l'avis de Pijimaru, si le Slim crie 2 fois, il pense les abandonner, sinon il pense autrement. Lorsque Pijimaru émet un seul cri, Touka convient qu'ils sont sur la même longueur d'onde et qu'il ne reste plus qu'à faire confiance au fait que Myst n'est pas partie, puisqu'elle n'a aucune raison de le faire. Entre-temps, Touka entend des gens dans la rue dire que la femme qui a trouvé le calice est la princesse fugitive et qu'elle s'est échappée dans la forêt noire tout en étant poursuivie par les chevaliers du dragon noir. Les paroles de Touka se confirment alors. Pendant ce temps, Myst se précipite dans la forêt tandis que les hommes montés sur des bêtes ailées attaquent. Après avoir enchanté son épée, elle abat le premier adversaire. Ensuite, le deuxième tombe sous la lame de l'elfe, même si son illusion brisée affecte considérablement son énergie spirituelle. Myst tue alors le troisième adversaire. Ensuite, Myst affronte Jizin, vice-capitaine de l'équipe dirigée par Sir Orbin des 5 dragons. Incapable d'utiliser son vêtement spirituel, l'elfe devra se débrouiller avec les esprits disponibles, puisque Jizin prévoit de tuer la princesse. L'officier Vantard révèle que l'équipe d'Auban a des ordres secrets et veut Myst morte. Cependant, avant de le faire, il compte montrer à l'elfe ce que c'est que d'être avec un homme avant de l'envoyer dans l'au-delà. À ce moment-là, Touka arrive juste à temps pour paralyser et empoisonner Jizin, puis il endort l'ennemi de peur qu'il n'entende quelque chose qu'il ne devrait pas. De cette manière, il découvre qu'il sera également poursuivi s'il continue à être avec Myst, alors l'elfe souhaite rompre l'accord qu'ils ont conclu. Cependant, au lieu de fuir,
Tuka donne tous ses joyaux de dragon bleu à la princesse pour qu'elle ne manque pas de ressources. Enfin, il demande à Mist d'enlever ses vêtements sur place, laissant la fille sans voix. Il explique que des gens à Mist l'ont vue dans cette tenue, donc il serait préférable de se changer pour éviter d'être reconnu, mais il s'excuse s'il la laissait confuse. Elle admet qu'elle a été un peu ébranlée par cela, mais change rapidement de sujet en se demandant pourquoi ils agissent comme si l'accord était toujours en place. À ce propos, Tuka aimerait savoir pourquoi Sera ne négocie pas avec la sorcière du tabou et ne cherche pas à obtenir l'asile, puisque personne n'a découvert où cette sorcière vit. Comme il se rend seul dans le pays des monstres pour en apprendre davantage sur cette magie ancienne, il suggère de rétablir leur accord pour qu'elle puisse l'accompagner dans son voyage. Sera ne comprend pas pourquoi Tuka agit ainsi en pensant à elle, alors il explique qu'elle lui rappelle sa tante, non pas par son apparence ou sa personnalité, mais comme si elle dégageait la même aura. En entendant cela, Sera répond qu'il est effectivement très gentil, et contrairement à 95% des protagonistes d'anime, Tuka n'est pas humble et reconnaît qu'il excelle dans cet aspect. Bientôt, le dragon du chevalier meurt des effets du poison, frustrant le héros exilé de ne pas avoir gagné en expérience. Néanmoins, le chevalier n'aura plus jamais l'occasion de vivre un événement, car une lame tranche le ciel et transperce violemment le dos de l'homme. Au-dessus des chevaliers dragons noirs planés hors de portée de Tuka, le soi-disant héros remarque les cheveux blancs et les vêtements, sans oublier cet œil rouge pulsant, ne laissant aucun doute que ces caractéristiques appartiennent à Sivit, connu comme le plus fort de l'humanité. À ce moment-là, un homme se réveille désespérément dans son lit après avoir fait un cauchemar où un jeune Sivit exige qu'il lui remette l'être le plus puissant de son royaume. Selon l'histoire, Sivit est le chef des 5 dragons, mais Tuka observe qu'il en manque un. À ce propos, Oban, l'un des membres, commente que le chef n'avait pas besoin de tuer Jizin, ce à quoi le leader répond que le subordonné ne devrait pas s'émouvoir pour ses petits boulots. D'ailleurs, il veut savoir si c'était Ultra qui avait donné cet ordre, et Sera sursaute en entendant ce nom. Il y a quelque temps, Ultra était censé livrer la princesse pour qu'elle soit restaurée de sa vieillesse et transformée en un homme plein de vigueur, mais il craignait que sa princesse ne soit souillée et offrit tout en retour pour garder Sera avec lui. Maintenant, terrifié dans son lit, il souhaite la mort de la femme. Dès qu'elle découvrira qui a ordonné son exécution, Sera Ashrin sera paralysée par la terreur. Sivit souligne que Jizin allait gâcher ce plan en souillant la princesse, c'est pourquoi il a été tué. Cela dit, Tuka se rappelle que l'homme était complètement immobilisé et ne représentait plus une menace, mais qu'il a quand même payé de sa vie. Schweitz, le vice-capitaine des chevaliers, informe que Ultra leur a laissé décider de ce qu'il fallait faire de la victime, suggérant qu'ils offrent Ashrin en récompense aux subordonnés avant de l'éliminer. Cependant, Oban rappelle que l'ancien empereur saint a demandé de rendre l'ancienne princesse avec sa pureté intacte. Selon le chevalier, il semble que le vieil homme ne mourra pas en pétant que l'elfe ne quittera pas ce monde. Pour résoudre la situation, Sivit appelle la femme pour un duel, et si elle gagne, sa vie sera épargnée. Le dernier des chevaliers du dragon noir, Mitama, remarque que l'armure spirituelle du capitaine des chevaliers sacrés est renommée, et Sivit exprime son désir de tester cette armure en combat. Cependant, son intérêt réel à ce moment est le jeune homme à côté de l'elfe, alors il lui demande son nom. Tuka ne sait pas comment réagir, et la sueur de son front coule le long de son visage, surtout parce que le plus fort de l'humanité est toujours hors de portée, un homme encore plus puissant que le dévoreur d'âmes. Tuka a alors l'idée de s'approcher tout en parlant au chevalier, mais Sivit lui ordonne de s'arrêter, donc le garçon se présente sous le nom de Hatiskol. Le chevalier réalise immédiatement que c'est un faux nom, ce qui fait encore plus transpirer le garçon, car il doit cacher son vrai nom. Sivit suppose que ce garçon a une histoire à raconter. Schwertz demande pourquoi le capitaine s'intéresse tant au garçon, et il explique que cet enfant ne tremble pas devant les 5 dragons et pourrait attendre une opportunité pour attaquer. Pourtant, Sivit pense qu'il est encore trop tôt pour fermer le rideau sur cette scène, et Tuka attend en effet patiemment le moment idéal pour utiliser son pouvoir. Pour cela, il fait un autre pas vers le leader des dragons, et comme le chevalier cherche une cible digne de ce nom mais n'en voit aucune à sa hauteur, il suggère la déesse d'Alion Vicius. Sivit se rappelle que son pays de Bakuo et Alion ont forgé une relation étroite, et il a de grandes attentes pour les héros qu'elle a convoqués dans ce monde. De plus, il croit que les pouvoirs de bénédiction de cette déesse permettent à ces héros d'atteindre rapidement le sommet de leur force, ce qui pourrait en faire de potentiels rivaux à l'avenir. Attentif à chaque mot, tout ce que Tuka interprète est que cet homme est obsédé par la recherche d'un adversaire digne de ce nom. En effet, il fait honneur à son surnom. Quoi qu'il en soit, Sivit Gartland perd son intérêt pour le garçon et maintenant il tourne son attention vers Sera. Le capitaine des dragons propose d'offrir la tête de la fille à Cattléa, princesse de Néa. Il ajoute aussi que Sera est la cause du changement d'attitude de Bakuo concernant l'alliance et l'invasion de Néa. Face à la surprise de l'ex-princesse, Orban trouve sa réaction étrange, pensant qu'elle savait déjà que Bakuo avait dévasté Néa parce que leur déesse avait ordonné que son petit paladin soit livré, mais que l'empereur sacré avait refusé de le faire. Selon Schweitz, c'est la récolte de ce qui a été semé,
tandis que Civid Gartland exprime son désintérêt pour ceux qui abandonnent le combat même face à la mort. Pour lui, peu importe si quelqu'un est misérable et faible tant qu'il a la volonté de le confronter, bien qu'il adorerait que cette personne ait la force de le vaincre. À ce propos, Tuka termine d'élaborer un plan dans sa tête et se propose comme adversaire capable de menacer la vie du plus fort des humains. De plus, il révèle son vrai nom et s'identifie comme un héros d'un autre monde, laissant les chevaliers perplexes, y compris Ashrin elle-même. À cela, Civid sent que les pièces du puzzle se mettent en place et comprend pourquoi il était intéressé par ce garçon dès le départ. Sachant que le chevalier blanc a un talent pour détecter les mensonges, Tuka décide de passer en mode honnêteté totale et affirme qu'il a été rejeté par la déesse Vicious et forcé de vivre séparé des autres héros parce qu'il était à un niveau différent d'eux. Civid se demande si c'est parce que le garçon est spécial, et il confirme que oui, il est considéré comme spécial par la déesse Dalion elle-même, bien qu'il soit spécial de manière négative, ce qui reste vrai, mais Tuka garde cela pour lui. Ainsi, il aimerait reporter une confrontation possible pour l'instant, afin de pouvoir se développer et affronter Gartland dans un avenir proche, et finalement vaincre le plus fort des humains. Mais Tuka va plus loin en affirmant qu'il deviendra suffisamment puissant pour affronter la déesse Vicious elle-même. Intrigué, Gartland lui demande comment il compte atteindre un tel niveau, et il révèle qu'il se rendra au pays des monstres aux yeux dorés, car la déesse elle-même a déclaré qu'elle n'interviendrait plus dans sa vie s'il parvenait à s'échapper des ruines de non-retour. Cependant, c'est Tuka qui veut interférer dans la vie de la déesse Dalion. Ainsi, le héros déchu veut clarifier qu'il n'y a aucune chance qu'il parte et qu'il tiendra parole concernant une confrontation future, car il désire accomplir sa vengeance contre Vicious, ce que Civid comprend immédiatement. Satisfait des circonstances, le chevalier accepte la proposition, mais avant de partir, il doit régler son problème avec Ashrin. Tuka argue qu'il a besoin du pouvoir de l'elfe pour atteindre le pays des monstres aux yeux dorés et qu'il a l'intention de l'utiliser uniquement pour devenir plus fort. Civid sent la sincérité du jeune homme et prévoit de les libérer tous les deux. Orban commence à protester, mais le chef menace d'éliminer le subordonné s'il continue à parler. Cela réglé, il ordonne à Chouette d'informer Grimrité que personne ne doit toucher Tuka et Ashrin. Ensuite, les 4 dragons partent, et avec le chef distrait, Tuka attend le bon moment pour les paralyser tous ainsi que leur monture. Alors que les hommes se tordent au sol, Tuka libère le poison et fait saigner les chevaliers du dragon noir. Leur capitaine se relève malgré les effets de la paralysie et du poison. C'est la deuxième fois que le porteur de cette capacité voit quelqu'un bouger dans un tel état de paralysie, la première étant le dévoreur d'âmes. Maintenant, Gartland tente de lancer sa lance sur l'attaquant, mais sans succès. Le mourant Mitama signale une escouade en attente qui s'approche rapidement. Tuka dit alors à Ashrin qu'elle peut fuir si elle le souhaite, mais elle choisit de rester, après tout, elle est la garde du corps du garçon. Cependant, elle a maintenant une bonne raison d'accepter ses gemmes du dragon bleu comme récompense. Se tordant de douleur, Civid Garland ordonne à Aslan d'éliminer les 2 attaquants sans s'approcher pour éviter de tomber dans la portée du héros envoyé par Alion. Pendant ce temps, Tuka prépare son pouvoir acquis grâce à la solution d'amélioration des monstres qu'il a développée avec Pijimaru. Bientôt, il lance l'attaque dans le ciel, projetant des tentacules de slime qui se connectent au corps humain et s'étendent jusqu'aux cieux, permettant à Tuka de paralyser ses cibles à distance. Alors qu'une pluie d'hommes et de dragons peint le ciel de fin d'après-midi, le jeune héros exilé endort les chevaliers noirs, améliorant ainsi sa capacité de sommeil et débloquant 3 nouvelles compétences, infliger de la folie, du gel et des ténèbres. Avec ses nouveaux jouets en main, Tuka commence à s'amuser avec Orban en le rendant fou, ce qui devrait provoquer des crises combinées à la paralysie. Orban est probablement sur le point de mourir. De plus, le garçon supprime les effets de paralysie et de sommeil sur Chouette et applique les ténèbres, rendant les yeux de l'homme noir. Se rappelant qu'Orban voulait tuer Syrah pour de l'argent et que Chouette voulait la livrer à ses hommes, Tuka ne ressent aucune culpabilité à les utiliser comme sujet de test. Bientôt, le premier et le deuxième dragon meurent empoisonnés, suivis de leur maître, tandis que la pluie de bêtes ailées s'écrase au sol. Alors que Civid Gartland est toujours en vie, Tuka reconnaît que ce dernier est vraiment impressionnant. Civid demande qui est ce garçon, et il répond qu'il n'est pas un héros vertueux venu sauver le monde, mais plutôt un simple vengeur. Ayant obtenu la réponse qu'il voulait, le plus fort des humains meurt sans pouvoir réagir, comme un homme ordinaire et sans défense. Après cela, Tuka et Serra Ashrin se préparent pour le début de leur voyage, et l'elfe mentionne qu'un certain chasseur de héros serait capable d'affronter Civid un jour. Cet homme est l'un des chevaliers noirs et pourrait représenter un défi plus tard. Cependant, le garçon se souvient que les dragons montés par les 5 chevaliers étaient de tailles différentes, réalisant qu'il vient en fait de tuer ce soi-disant chasseur de héros, laissant la princesse surprise. Pendant ce temps, dans la région où les autres héros sont concentrés et partagent les tâches et disputes exigées par la déesse d'Alion, Ayaka déplore de ne pas avoir encore développé de compétences, malgré le fait qu'il soit en classe S au milieu de cela, une femme nommée Nyantan Kikipa s'approche, accompagnée de plus de disciples de Vicious, et affirme qu'elle donnera les ordres en l'absence de la divinité. Oyamada se rebelle à l'idée de recevoir des ordres d'une faible, en réponse à quoi Ni le frappe avec ses lames,
le mettant à terre avec une vitesse incroyable. Cela fait, elle annonce que les héros doivent retourner à la capitale royale car certains d'entre eux monteront bientôt sur scène. De retour à Mimori, avant leur départ, Sera offre toute sa force pour que Mimori puisse accomplir sa vengeance, car il a risqué sa propre vie pour la sauver. L'elfe s'agenouille devant lui, et le héros touche son épaule, lui assurant qu'il remboursera cette faveur un jour. Après tout, Mimori paie toujours ses dettes, qu'il s'agisse de gratitude ou de haine. De retour à la capitale, Vicious loue la loyauté et l'efficacité de son serviteur Niantan, levant un de ses pieds pour que la jeune disciple montre son engagement total envers sa servitude. En même temps, l'entité prévoit qu'il ne faudra pas longtemps avant que les héros soient capables d'affronter l'empire du grand démon de front.